Se battre contre Covid-19, c'est se battre contre le capitalisme, se battre pour la justice sociale et pour la justice climatique. www.libradio.org, on change tout. Maintenant, Murder Machine. Je commencerai rapidement par présenter le collectif et notre démarche. Comme vous le savez sûrement, le collectif pour la grève du 15 mai s'est fondé en vue de faire une grève pour la justice sociale et climatique le 15 mai. Malheureusement, la crise du coronavirus ayant éclaté entre-temps et les conditions sanitaires ne permettant pas que cette grève ait lieu, cette grève sera reportée. Pour l'instant, la date de cette grève n'est pas déterminée. La date à laquelle sera reportée cette grève n'est pas encore déterminée. Et le 15 mai, il y aura quand même tout de même des actions. Ce sera une journée d'action. Il y aura plusieurs informations qui vont venir ultérieurement quant aux actions qui vont être menées. On peut d'ores et déjà vous informer qu'il y aura notamment une alarme climatique à 11h59, d'autres actions symboliques, des formations. Et c'est une journée qui se déroulera dans toute la Suisse sous cette forme réinventée. Mais en plus, finalement, d'organiser cette journée du 15 mai sous une forme réinventée, le collectif a décidé d'accorder une grande importance à cette situation du coronavirus et a décidé d'établir des revendications, une analyse et des exigences par rapport à cette crise avec une perspective de justice climatique et sociale. Et c'est ces revendications qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez peut-être vu en lisant le document, a priori, on peut se dire, ces revendications sont quand même relativement larges, mais où est le lien avec le climat? Et finalement, je pense que pour répondre à cette question, il faut se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on s'engage pour le climat? Est-ce qu'on s'engage pour le climat parce qu'on pense abstraitement que une augmentation des températures est mauvaise? Ou est-ce qu'on s'engage pas plutôt pour le climat parce qu'on sait que cette augmentation générale des températures va avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement, va mener à la disparition de nombreuses espèces, va pousser de nombreuses personnes à fuir leur chez elles, va causer des conflits, va amener énormément de réfugiés partout dans le monde, va détériorer les conditions de vie, de travail, va anéantir parfois les sources de revenus de personnes. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on s'engage pour le climat? Et finalement, la réponse est bien évidemment affirmative. Et c'est pour cela, finalement, que l'engagement climatique est un engagement éminemment social. C'est un engagement, en quelque sorte, pour que toute personne puisse vivre dans des conditions de vie dignes, dans un environnement sain, dans le respect, en quelque sorte, des écosystèmes. Et parce que cet engagement climatique est un engagement foncièrement social, nous avons décidé nous voulions faire cette grève du 15 mai. Et pour nous, cette grève du 15 mai était un moyen de démontrer ce lien très profond. Et ces revendications-là suivent exactement cette même démarche. L'objectif est de montrer ce lien profond, tant en termes de causes et de conséquences entre les questions sociales et les questions climatiques. Et bien sûr, de faire un lien ici avec la question du coronavirus, qui lui aussi, en termes de causes et de conséquences, a des liens profonds avec la lutte pour le climat et les luttes sociales, et c'est ce que nous tenterons de démontrer aujourd'hui. Donc, on va maintenant entrer dans le vif du sujet avec nos divers intervenants qui vont présenter nos revendications. Il y en a 15, en fait, ce sont 15 blocs thématiques de revendications qui vont vous être présentés succinctement et successivement par les différentes personnes. Donc, je laisse la première personne prendre la parole. Oui, merci. La première de nos préoccupations est évidemment la sécurité de la population et des travailleurs. C'est pourquoi nous exigeons la fermeture des secteurs non essentiels et l'instauration d'un vrai droit de retrait. Pour les secteurs essentiels, nous exigeons de mettre du matériel sanitaire à disposition. Et la meilleure manière de faire, c'est de réquisitionner les entreprises qui peuvent en produire.
Nous exigeons également le respect des pauses et des droits syndicaux. Pour le personnel médical notamment, il est crucial de prévoir un suivi afin de ne pas risquer d'un nouveau choc hospitalier par la suite. Pour les personnes à l'arrêt, nous exigeons le gel des licenciements et la mise en place d'indemnités à 100%. Plus généralement, nos services publics ont subi depuis trop d'années des réductions budgétaires au profit des plus riches. Il faut faire tout le contraire et nous doter durablement des moyens nécessaires pour servir la population. Il faut revaloriser ces salaires et rendre plus attractives les conditions d'emploi dans ces secteurs. Bref, cette crise prouve aussi que le droit à la santé doit être garanti pour tous, car il est l'affaire de tous. La santé d'une population dépend de la santé des plus vulnérables. C'est pourquoi nous exigeons donc la création d'une caisse d'assurance maladie unique, nationale et publique, afin de garantir cela. Je passe la parole à Annette. Nous exigeons dans l'urgence un revenu pour toutes les personnes, toutes et tous les personnes exclues des mesures proposées par le Conseil fédéral. Les activités dites de care doivent être reconnues et valorisées. Nous exigeons d'instaurer des mesures de protection pour toute la population, accès à des logements dignes, aux services de santé, à l'eau, à la formation, aux droits syndicaux et à un salaire à vie pour toutes et tous. Je passe la parole. Comme vient de l'exprimer ma collègue, il ne faut pas sous-estimer les conséquences sociales de la crise sanitaire. Cette crise touche tout le monde, mais pas avec la même intensité. Ce sont les personnes les plus précarisées, les plus opprimées, qui sont les plus touchées. La crise donne donc lieu à un renforcement des inégalités. De nombreux foyers genevois ne pourront pas payer leur loyer. Les bailleurs publics doivent, dans l'urgence, renoncer aux loyers d'avril, mai et juin. Le Conseil d'État, lui, doit décréter un moratoire sur les expulsions pour les prochaines années et les bailleurs privés doivent être incités à exonérer les locataires du paiement des loyers pour ces mêmes mois. Par ailleurs, pour répondre à l'urgence sanitaire et sociale des personnes actuellement sans logement, la réquisition des hôtels et locaux vides s'impose pour y loger les personnes dans les besoins dans des conditions non seulement dignes, mais en adéquation avec les mesures sanitaires en cours. Nous sommes dans l'urgence, non seulement sur le plan sanitaire et social, le même constat peut s'appliquer à la crise climatique. Nous devons donc également répondre aux questions liées à l'agriculture. Dans l'immédiat, afin de répondre en toute sécurité aux besoins en alimentation de la population, tous les marchés paysans doivent pouvoir rouvrir et les producteurs, productrices doivent être soutenus par des aides concrètes permettant la mise en place de circuits courts, et ceci sur le long terme. Afin d'éviter le gaspillage alimentaire, ceci maintenant et sur la durée, le calibrage des fruits et légumes doit être aboli. Sur le long terme, nous exigeons la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire qui a reçu à Genève un vote favorable suite à l'initiative populaire fédérale de 2018. La Confédération doit mettre à la disposition des paysans, paysannex des moyens financiers conséquents pour une conversion de leur mode de production vers l'agroécologie. Ceci sera la seule solution pour permettre à la Suisse d'avancer vers son indépendance alimentaire. Au niveau international, la déforestation, l'agro-industrie sont non seulement nocifs pour l'environnement, mais aussi déclencheurs d'épidémies. Ils engendrent pauvreté, migration et violence. Nous devons donc sortir de ces pratiques en refusant le commerce avec les entités et les États qui en tirent profit. Je repasse la parole à Annette. Nous exigeons la régularisation de toutes et tous les récurrentes d'asile et de personnes sans papier reconnus afin que chacun puisse bénéficier des droits humains fondamentaux. Nous exigeons que la Suisse contribue à l'effort humanitaire visant à évacuer dans l'urgence les camps accueillant les récurrentes d'asile aux frontières de l'Europe dans lesquelles les conditions sanitaires et les distances physiques ne peuvent être appliquées. Je passe la parole.
Notre analyse, vous l'entendez, porte sur un ensemble de changements nécessaires à une société écologiquement et socialement viable. Nous ne pouvons faire l'impasse sur la question des violences domestiques pour lesquelles une hausse considérable a été constatée pendant la période de confinement, tant en Suisse qu'est dans le monde. Cette hausse de la violence met en lumière l'ampleur du phénomène, l'ampleur des violences de genre qui sont bien trop souvent invisibilisées. Des ressources doivent être immédiatement et durablement investies, non seulement pour protéger les victimes de violences, mais également pour former le personnel de santé et la police qui trop souvent nient l'accès aux soins et à la justice aux victimes. Je donne la parole à Patrick. Au niveau économique, nous exigeons le soutien en priorité aux personnes et non aux grandes entreprises. Les coûts de cette crise doivent être portés par les personnes qui ont favorisé son apparition et en ont aggravé les conséquences en fragilisant les services publics. Il faut donc imposer davantage les tranches supérieures en mettant fin au bouclier fiscal et en revoyant à la hausse les taux d'imposition des grandes entreprises. On doit aussi les soumettre à un impôt exceptionnel ces prochaines années pour faire face aux conséquences de la crise. Nous refusons que soient reproduites les erreurs de 2008, lorsque les banques ont été recapitalisées par des fonds publics, alors que leur politique était à l'origine de la crise. Il est hors de question d'appliquer les vieilles recettes de dette publique et d'austérité qui ne font qu'aggraver les crises sociales, économiques, sanitaires et environnementales. Tout financement doit être compatible avec la transition écologique qui est plus que jamais urgente. Du coup, aucune entreprise polluante telle que l'aviation ne doit être sauvée. Il faut au contraire nationaliser ces entreprises et former leurs employés au métier de la transition écologique. D'une manière plus générale, c'est toute la production qui doit être soumise à la décision démocratique. C'est pourquoi nous revendiquons donc sa socialisation. Je passe la parole à Christine. Nous exigeons de fermer la bourse et de rebrider les marchés financiers. Les transferts hors pays devront être contrôlés. En effet, les échanges bancaires qui favorisent l'évasion fiscale et la spéculation, ainsi que la bourse, sont des pratiques éminemment polluantes et leurs placements à court terme sont incompatibles avec une viabilité écologique et sociale. Par contre, les transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine devront être soutenus afin de ne pas fragiliser les économies locales de leur pays d'origine. Les dividendes des entreprises cotées en bourse doivent être réquisitionnés afin de participer au financement de la sortie de crise. La BNS doit enfin être au service de la population. Ces mesures permettront à la fois de financer la sortie de crise et la transition écologique. Je passe la parole à Patrick. L'impact de cette crise sanitaire sur l'éducation est évident. Elle met plus que jamais en évidence les inégalités linguistiques, financières pour le logement et l'accès à du matériel informatique et technique pour savoir s'en servir. Afin que celle-ci n'amplifie pas les injustices préexistantes, nous exigeons qu'aucun élève ni apprenti ne soit prétérité par la situation actuelle. Et dans ce sens, nous exigeons plus de professeurs pour la prochaine rentrée et les suivantes. Malgré toute la bonne volonté et l'implication des enseignants, le rattrapage ne pourra se faire qu'en classe avec des moyens conséquents. Les élèves ne doivent pas être oubliés ni abandonnés à leur sort. Le budget 2020 de Genève prévoyait déjà le non-engagement de plusieurs centaines de fonctionnaires, dont 200 pour l'enseignement, malgré les besoins croissants de la population et l'augmentation du nombre d'élèves. Cette tendance doit être inversée. Je passe la parole à Thomas. Donc, pour cette 10e revendication, on revient dans le monde du travail. Comme vous le savez, aujourd'hui, de nombreuses personnes sont amenées à travailler pour des entreprises qui, que ce soit par leur activité, par leur pratique sociale ou par l'utilisation de produits nocifs, nuisent directement à la santé des travailleurs, travailleuses et à l'environnement. On peut citer l'exemple d'ouvriers et ouvrières de la construction qui sont forcés de travailler dans des conditions climatiques extrêmes, du secteur de l'entretien où on a une exposition à des produits nocifs, ou par exemple des personnes qui travaillent simplement dans les industries extractives, chimiques, nucléaires ou de l'aviation, où là, c'est carrément l'activité même qui pose problème au niveau environnemental. Personne ne doit être contraint de travailler pour des entreprises dont l'activité porte atteinte à l'environnement, la vie, les droits sociaux, que ce soit en Suisse ou ailleurs.
Aujourd'hui, le contexte de cette crise sanitaire montre la nécessité de renforcer le droit de retrait pour tout le monde et la mise en place plus largement d'un droit de grève digne de ce nom, y compris pour les questions climatiques, d'un droit de grève écologique. Par principe de précaution, il est aussi très important que les projets énergivores et nocifs fassent l'objet d'un moratoire. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de la question de la reprise et il ne faut qu'il n'y ait aucun licenciement dans le cadre de la reprise économique. Il ne faut pas que, suite à la crise, il y ait un retour à ce système que nous connaissons actuellement qui est générateur de destruction de l'environnement et d'inégalité. Au contraire, il faut maintenant financer massivement des emplois écologiquement durables et permettre, par le biais de formation à de nombreux travailleuses X, de passer de leur domaine, qui est parfois nuisible à l'environnement ou dangereux pour leur santé, à un domaine écologiquement durable. Et il faut dans tout cela, bien sûr, que les droits syndicaux sont garantis. Et enfin, peut-être à plus long terme, il faut bien sûr, pour construire une société écologique, qu'il y ait une réduction du temps de travail à salaire égal. Je passe la parole à Patrick pour la revendication 11. Merci. On voit tous que cette crise sanitaire expose en grand les travers de la mondialisation néolibérale. À force de chercher à maximiser les profits, de jouer sur la concurrence, de délocaliser, on a fragilisé les chaînes d'approvisionnement. Résultat, c'est au moment où on en a le plus besoin qu'elles se rompent. Nous exigeons donc de relocaliser les productions essentielles, comme celles de la santé, de l'alimentation, de l'hygiène et du textile. Mais cela ne suffira pas. On ne veut pas d'un retour au capitalisme de grand-papa. Il n'était pas plus social ou plus écologique. Cette relocalisation implique une socialisation des entreprises, auquel s'ajoute un protectionnisme nécessaire pour défendre les producteurs locaux, avec par exemple une taxe kilométrique sur les produits. Plus généralement, on voit bien que cette pandémie mondiale est comme une préparation en miniature de ce qui arrivera avec les effets du changement climatique. Il est évident qu'aucune entraide réelle ne peut exister dans une économie compétitive telle que le capitalisme. On y assiste au contraire au pire, comme le vol ou le rachat de matériel médical. Nous exigeons donc la mutualisation des systèmes, services, brevets et biens liés à la santé. On refuse de laisser les entreprises pharmaceutiques privées réaliser des profits exorbitants sur la production et la commercialisation de médicaments, de vaccins et d'appareils médicaux, dont les prix explosent. Afin de protéger le droit à la santé de la population et de garantir un système de soins accessible et performant, il est nécessaire de mettre fin à la privatisation de la santé. Enfin, nous exigeons le retour d'un budget conséquent alloué à la recherche médicale publique. Je passe la parole à Annette. Aucune crise ne justifie la perte de liberté individuelle et collective. Nous exigeons de renoncer à cette boîte de Pandore qui est la surveillance électronique. De plus, la liberté et la sécurité doivent être aussi renforcées face aux grandes entreprises d'informatique, les GAFAM. Les données obtenues par le biais informatique doivent être protégées et anonymisées et ne pas être commercialisées ni échangées. Je passe la parole à Émilie. Les revendications suivantes, 13, 14 et 15, portent principalement sur des questions internationales et la relation entre les États et le type de coopération qui doit exister et les aspects qui doivent au contraire être abolis. La crise sanitaire nous prouve plus que jamais l'importance de la solidarité et de la coopération internationale. Les États qui en ont la capacité, les institutions, les mécanismes de solidarité internationale doivent soutenir les pays, les territoires ou les communautés qui en ont besoin, tant en termes de santé publique qu'en ce qui concerne la construction d'alternatives écologiques et viables. Ces alternatives impliquent le respect des droits fondamentaux tels que la souveraineté alimentaire, le droit à un environnement sain, le libre accès à l'eau et l'abandon rapide des énergies fossiles et du nucléaire ainsi que des grands projets extractifs.
Une réduction mondiale des émissions à effet de serre et des autres causes de dérèglement climatique ne peuvent relever de la seule responsabilité individuelle. Il est nécessaire de mettre en place un changement de système. Par ailleurs, la reconnaissance de la dette écologique des pays du Nord envers ceux du Sud ne peut plus attendre et doit faire là aussi l'objet de réels changements. Je passe la parole à Christine pour la 14e revendication. Merci. Nous exigeons donc l'annulation des dettes nationales des pays du Sud global, instaurées dans le cadre de politiques néolibérales telles que les programmes d'ajustement structurel. Le PIB de ces pays servent surtout au loyer de la dette et non pas au financement de leurs services de santé. Or, la crise sanitaire actuelle nous montre qu'à l'évidence, le système de santé mondial doit être renforcé dans son ensemble, car il devra faire face aux inévitables conséquences du changement climatique. Nous exhortons la Suisse à s'engager au niveau international afin de mettre fin aux mesures coercitives unilatérales, telles que les blocus commerciaux, qui frappent des pays déjà très vulnérables. Ces mesures sont illégales en vertu du droit international et frappent de manière disproportionnée les populations déjà confrontées à des difficultés économiques importantes. Émilie. Les droits humains fondamentaux, on l'a dit, doivent être respectés partout. Nous exigeons que la Suisse impose aux sociétés transnationales qui y sont domiciliées qu'elles respectent ou qu'elles agissent les droits sociaux, économiques, culturels et environnementaux existants dans le cadre du droit international. Les violations du droit humain et les dégâts environnementaux causés par la privatisation des sources d'eau, les industries extractives, la déforestation, les monocultures, les grands projets hydroélectriques ne peuvent être tolérés et doivent finir. La preuve est donnée par les déplacements massifs de population, la perte de biodiversité et la propagation de maladies que ces industries génèrent. Par ailleurs, la crise sanitaire en cours et les mesures d'hygiène préconisées mettent en évidence la nécessité de faire primer les droits fondamentaux, tels que l'accès à l'eau, aux ressources naturelles, et ceux-ci doivent impérativement primer sur les profits. Ces droits doivent être respectés partout. En effet, les foyers de contamination ne peuvent être arrêtés par le contrôle des frontières. Ce sont bien le respect des droits humains et la solidarité internationale qui viendront à bout de ces fléaux. Cette même solidarité que nous exigeons ici en Suisse envers toutes les populations fragilisées par cette crise sanitaire. Et je donne la parole à Christine pour la conclusion. Merci. Bien qu'engagés à respecter les mesures sanitaires décidées par le gouvernement, nous refusons le sacrifice de nos corps et de nos libertés. Nos droits syndicaux, nos canaux d'information indépendants et la désobéissance civile seront nos outils face aux abus. La relance de l'économie ne doit pas se faire au détriment de la défense de l'environnement et des acquis sociaux. Plus que jamais, cette crise montre que justice sociale et justice climatique sont liées. Nous exigeons que la santé, le social et l'environnement passent avant la croissance économique, car nos vies valent plus que leurs profits. Merci.